La mèche de cheveux blancs glissa de l'enveloppe comme un serpent mort. Mathilde Vaugeois cessa de respirer. Ses doigts, habituellement si sûrs lorsqu'il feuilletait les registres du pensionnat, tremblèrent au-dessus de son bureau. L'aube de janvier peignait les vitres d'une lumière malade. Le parquet craqua sous ses pieds lorsqu'elle se leva, et ce bruit familier lui parut soudain celui d'un cercueil qu'on cloue. Elle reconnaissait ses cheveux, cette nuance de miel sauvage, cette texture soyeuse qu'Héloïse Vasseur brossait 100 fois chaque soir avant de s'asseoir au piano. L'enveloppe ne portait aucun nom, seulement une odeur de cire fondue et quelque chose d'autre, quelque chose de froid, de délibéré. Mathilde avait dirigé le pensionnat Bellerive pendant 22 ans. Elle avait traversé des épidémies de scarlatine, des scandales de familles ruinées, des accusations mensongères de parents mécontents. Jamais elle n'avait eu peur. Ce matin, la peur s'installa dans ses os comme un locataire indésirable. Elle sortit dans le couloir glacé. Ses bottines claquèrent sur le marbre tandis qu'elle descendait vers le parc. Le pensionnat dormait encore. 43 jeunes filles respiraient paisiblement derrière leurs portes closes, ignorant qu'une de leurs sœurs manquait depuis la veille au soir. Le parc s'étendait sous un linceul blanc. La neige avait tout recouvert pendant la nuit. Les tilleuls ressemblaient à des veuves pétrifiées. Mathilde marcha vers la grille nord. C'était là qu'Héloïse aimait se promener après ses leçons de piano. Là qu'elle composait ses mélodies dans sa tête en regardant le lac au loin. Elle le vit avant même de l'atteindre. Un ruban bleu. Le ruban qu'Héloïse portait toujours dans ses cheveux. Il gisait dans la neige, à moitié enfoui, comme un cri silencieux. Mathilde s'agenouilla. Le froid traversa sa robe et mordit ses genoux. Elle ramassa le ruban. Le tissu était humide, raide par le gel. Des traces de pas partaient de la grille vers la route. 2 paires, l'une fine, hésitante, l'autre large, déterminée. Quelle tragédie! La voix de Claire d'Aubigny flotta dans l'air glacé comme un parfum trop sucré. La sous-directrice approchait, emmitouflée dans un manteau bordé de fourrure, son visage exprimant une inquiétude parfaitement composée. « Vous savez déjà ?» constata Mathilde sans se retourner. Les domestiques parlent. La femme de chambre a trouvé son lit vide à l'aube. Claire s'arrêta à côté d'elle, contemplant le ruban avec une moue attristée. Pauvre enfant. Mais vous savez, Mathilde, les jeunes filles de cet âge ont le cœur inflammable. Un garçon d'écurie, un commis de boutique. On ne compte plus les fugues romantiques dans les pensionnats de bonne famille. Mathilde se releva lentement. Elle dépassait Claire d'une tête entière et usa de cet avantage pour la regarder de haut. Héloïse Vasseur n'avait pas le cœur inflammable. Elle avait du génie. Et les génies ne fuguent pas avec des garçons d'écurie. Vous la connaissiez si bien que cela. Le sourire de Claire ne vacilla pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à une satisfaction mal dissimulée. « Je connais toutes mes élèves, » répondit Mathilde. « C'est mon devoir. » « Bien sûr, votre célèbre devoir. » Claire inclina la tête, ses boucles châtaines effleurant son col de fourrure. « Je vais prévenir le maire, il voudra certainement être informé. Après tout, il est notre plus généreux bienfaiteur. » Elle tourna les talons et s'éloigna, ses pas imprimant des marques délicates dans la neige. Mathilde la regarda partir. Quelque chose dans sa démarche sonnait faux, trop légère, trop assurée pour une femme qui venait d'apprendre la disparition d'une élève. La matinée traîna comme une agonie. Mathilde organisa les recherches, interrogea les domestiques, fouilla la chambre d'Héloïse. Elle ne trouva rien. Aucune lettre d'amour, aucun indice de projet de fuite. Seulement des partitions couvertes de notes manuscrites et un journal intime dont la dernière entrée disait simplement « J'ai peur ». À midi,
On annonça un visiteur. Aurélien Vasseur entra dans le salon comme une tempête dans un salon de thé. Grand, anguleux, le visage taillé à coups de serpe, ses yeux noirs brûlaient d'une rage à peine contenue. « Où est ma fille ?» Mathilde se leva de son fauteuil avec une lenteur délibérée. « Monsieur Vasseur, je comprends votre inquiétude. »« Vous ne comprenez rien. » Il traversa la pièce en 3 enjambées et s'arrêta si près d'elle qu'elle sentit l'odeur de tabac et d'encre d'imprimerie qui imprégnait ses vêtements. « J'ai confié ma fille à votre établissement il y a 3 ans. On m'avait vanté votre compétence, votre rigueur. Ma rigueur n'a pas faibli. Alors expliquez-moi comment une jeune fille de 16 ans peut disparaître d'un pensionnat fermé à clé. » Mathilde soutint son regard sans ciller. Elle avait lu les articles de cet homme. Des enquêtes féroces qui avaient fait tomber des banquiers, des industriels, des politiciens. Aurélien Vasseur était un chasseur, et aujourd'hui, il la traitait comme une proie. « Les grilles étaient ouvertes, » dit-elle calmement. « Quelqu'un les a ouvertes de l'intérieur. » « De l'intérieur » Pour la première fois, la colère de Vasseur vacilla. Quelque chose d'autre apparut dans ses yeux, une terreur nue, celle d'un père qui comprend soudain que le danger n'est pas seulement l'extérieur. « Vous suggérez une complicité ?» ?»« Je ne suggère rien, je constate. » Mathilde lui tendit le ruban bleu. Il le prit comme on prend la main d'un mourant. Ses doigts se refermèrent sur le tissu et elle vit sa mâchoire se crisper. « Trouvez-la, » murmura-t-il. « Trouvez ma fille, ou je vous détruirai dans chaque journal de ce pays. » « Vos menaces ne m'intéressent pas, monsieur Vasseur. Seule la vérité m'intéresse. Et je la trouverai, avec ou sans votre aide. » Elle le raccompagna jusqu'au vestibule. Le froid de janvier s'engouffra par la porte ouverte. Les flocons recommençaient à tomber, couvrant les traces de pas du matin. C'est alors qu'elle la vit. Claire se tenait près du portail, à demi dissimulée par un pilier de pierre. Un cocher en livrée sombre attendait sur le siège de son fiacre. Claire lui glissa une enveloppe, rapidement, furtivement, comme on passe un secret empoisonné. Mathilde s'immobilisa sur le perron. Claire se retourna. Leurs regards se croisèrent à travers le rideau de neige. Et Claire sourit. Un sourire lent, délibéré, qui n'avait rien d'amical. Un sourire qui disait « Je sais que vous avez vu, et je m'en moque. » Le fiacre s'ébranla et disparut dans la grisaille. Mathilde resta immobile, le froid mordant ses joues. 22 ans, elle avait travaillé aux côtés de cette femme. 22 ans, elle l'avait crue loyale, peut-être un peu envieuse, mais fondamentalement honnête. Elle avait eu tort. Quelqu'un dans ces murs jouait un jeu mortel. Et Héloïse Vasseur n'était que le premier pion sacrifié. 3 jours. 72 heures de silence, de portes fermées, de regards fuyants. Mathilde n'avait pas dormi. Les cernes sous ses yeux ressemblaient à des ecchymoses violacées. Chaque matin, elle espérait qu'une lettre arriverait, qu'Héloïse réapparaîtrait au portail avec une explication raisonnable. Chaque soir, la déception creusait un peu plus le vide dans sa poitrine. Ce matin-là, la convocation arriva. Le papier officiel portait le sceau de la mairie de Genève. Les mots dansaient devant ses yeux fatigués. Réunion extraordinaire du Conseil. Présence obligatoire. Affaire concernant le pensionnat Bellerive. Le fiacre la déposa devant l'hôtel de ville à 14 heures précises. Le bâtiment se dressait comme un juge de pierre, ses colonnes imposantes écrasant les simples mortels qui osaient gravir ses marches.
La neige avait fondu, remplacée par un voile laiteux qui couvrait les pavés d'une pellicule traîtresse. Mathilde entra. Ses bottines résonnèrent dans le grand hall désert. Un huissier la guida vers la salle du conseil sans prononcer un mot. Son silence pesait plus lourd qu'une accusation. La porte s'ouvrit sur une assemblée de vautours. 12 hommes en habits sombres siégeaient autour d'une table ovale. Des banquiers, des industriels, des notables dont les fortunes reposaient sur des secrets bien gardés. Au centre, présidant cette cour improvisée, Édouard Montclerc souriait. Le maire de Genève avait 60 ans et l'apparence d'un grand-père bienveillant. Cheveux argentés, impeccablement peignés, yeux bleus délavés par l'âge, mains potelées croisées sur son ventre rebondi. Tout en lui respirait la bonhomie, la générosité, la respectabilité. Mathilde savait que cette apparence était un mensonge. « Madame Vaugeois, quel plaisir de vous voir !» La voix de Montclerc coulait comme du miel rance. « Veuillez vous asseoir, nous avons à discuter de choses graves. » On lui avait réservé une chaise isolée, face à l'Assemblée, la position d'une accusée. Mathilde s'assit sans baisser les yeux. « Messieurs, » commença le maire en se levant, « nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder une situation préoccupante. Comme vous le savez, une élève du pensionnat Bellerive a disparu il y a 3 jours. Mademoiselle Héloïse Vasseur, fille de notre estimé journaliste. Il prononça le mot « journaliste » comme on crache un noyau de cerise. Cette disparition soulève des questions légitimes sur la gestion de l'établissement. « La gestion de l'établissement est irréprochable », intervint Mathilde d'une voix calme. Montclerc haussa les sourcils avec une surprise feinte. « Irréprochable ? Une enfant disparaît de vos murs et vous osez prononcer ce mot ? Une jeune fille a été enlevée. C'est un crime, pas une défaillance administrative. » Le silence tomba sur l'assemblée. Les vautours échangèrent des regards gênés. Personne n'avait prévu qu'elle se défendrait. Montclerc contourna la table lentement, s'approchant d'elle comme un prédateur encercle sa proie. « Enlevé !» répéta-t-il avec une moue dubitative. « Quelle imagination romanesque, madame! Les faits suggèrent plutôt une fugue. Une adolescente écervelée, un amoureux secret, une nuit sans lune. Les faits suggèrent une grille ouverte de l'intérieur et 2 paires de traces dans la neige. Des traces qui ont fondu depuis, hélas, comme c'est commode. » Mathilde sentit la colère monter dans sa gorge. Elle la ravala. La colère était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre face à cet homme. « Monsieur le maire, si vous avez des preuves de ma négligence, je vous invite à les présenter. » Montclerc s'arrêta à 2 pas d'elle. Son sourire se figea. « Des preuves ? Ma chère Mathilde, puis-je vous appeler Mathilde ? Après tout, nous nous connaissons depuis si longtemps. » Il posa une main sur le dossier de sa chaise. Une main trop proche, une main qui marquait son territoire. Le pensionnat Bellerive existe grâce à la générosité de cette assemblée, grâce à ma générosité. Depuis 20 ans, j'ai veillé à ce que vos murs ne s'écroulent pas, à ce que vos élèves ne manquent de rien. Je vous en suis reconnaissante. La reconnaissance se prouve par les actes, pas par les mots. Il se pencha vers elle. Son haleine sentait le café et quelque chose d'aigre. Ce que je vois, moi, c'est une directrice dépassée par les événements. Une femme qui vieillit, dont la vigilance faiblit, dont l'autorité s'effrite. Mathilde ne recula pas d'1 centimètre. « Ce que vous voyez, monsieur le maire, c'est une femme qui refuse de plier. Confondriez-vous la résistance avec la faiblesse ?» Le sourire de Montclerc vacilla imperceptiblement. Pendant une fraction de seconde,
Quelque chose de dur brilla dans ses yeux délavés. « Le Conseil propose votre suspension temporaire, annonça-t-il en se redressant. Le temps que l'enquête établisse les responsabilités. Sur quelle base légale? Sur la base du bon sens, madame. Une enfant a disparu. Quelqu'un doit répondre. Les vautours hochèrent la tête. Mathilde comprit qu'ils avaient décidé avant même qu'elle entre dans cette salle. Elle se leva lentement, refusant de leur donner le spectacle d'une femme vaincue. « Je contesterai cette décision. C'est votre droit. Mais d'ici là, Claire d'Aubigny assurera l'intérim. » Le nom la frappa comme une gifle. Elle garda son visage impassible, mais ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « Claire d'Aubigny », répéta-t-elle. « Quel choix intéressant. » Elle est compétente et dévouée. Exactement ce dont le pensionnat a besoin en ces temps troubles. Mathilde quitta la salle sans se retourner. Le soir même, elle descendit aux cuisines. L'odeur de bouillon flottait dans l'air chaud, mêlée aux effluves de pain frais. La vieille Marguerite, cuisinière du pensionnat depuis 30 ans, épluchait des légumes près du fourneau. « Madame la directrice » murmura-t-elle en levant des yeux fatigués. « On dit que vous partez ?»« On dit beaucoup de choses, Marguerite. Mais je ne pars pas. Pas encore. » Mathilde s'assit sur un tabouret près du feu. La chaleur lui fit du bien. Elle avait oublié ce que c'était d'avoir chaud. « Héloïse vous parlait parfois ?» La cuisinière hésita. Ses mains s'immobilisèrent sur les carottes. Elle venait ici la nuit. Quand elle n'arrivait pas à dormir, je lui préparais du lait chaud. « Elle vous a confié quelque chose ?» Marguerite regarda autour d'elle comme si les murs avaient des oreilles. « Elle recevait des lettres, » chuchota-t-elle. « Des lettres scellées à la cire noire. Elle les brûlait après les avoir lues. »« De qui ?»« Je ne sais pas, mais elle avait peur. Elle disait que quelqu'un la surveillait, quelqu'un dans la maison. »« Qui ?» Les yeux de Marguerite s'empirent de larmes. « Je ne peux pas, madame. Elle m'a menacée. Si je parle, je perds ma place. »« Qui vous a menacé, Marguerite ?» Mais la cuisinière secoua la tête et retourna à ses légumes, les épaules secouées de sanglots silencieux. Minuit sonna au clocher de la cathédrale. Mathilde se glissa hors de sa chambre. Les couloirs du pensionnat dormaient sous une obscurité poisseuse. Elle connaissait chaque marche, chaque planche qui grinçait. Le bureau de Claire se trouvait au 2e étage, près de l'infirmerie. La porte était fermée à clé. Mathilde sortit une épingle de ses cheveux. La serrure céda en 15 secondes. L'odeur de poudre de riz et de violettes l'accueillit. Elle alluma une bougie. La flamme projeta des ombres dansantes sur les murs tapissés de soie bleue. Claire aimait le luxe. Un luxe que son salaire de sous-directrice ne pouvait pas lui offrir. Mathilde fouilla le secrétaire. Lettres banales, factures de modistes, invitations à des soirées mondaines. Puis elle le trouva. Un carnet relié de cuir noir, dissimulé sous un faux fond de tiroir. Elle l'ouvrit. Des colonnes de chiffres, des dates, des sommes astronomiques, 10 000 francs, 15 000, 20 000, et un nom qui revenait à chaque page. Fondation Montclair. Des pas résonnèrent dans le couloir. Mathilde souffla la bougie. Son cœur battait si fort qu'elle croyait l'entendre résonner dans le silence. Elle se glissa vers la fenêtre, l'ouvrit sans bruit. Le froid de janvier lui mordit le visage. Elle enjamba le rebord, le carnet pressé contre sa poitrine, et disparut dans la nuit. Le cimetière de Plainpalais dormait sous une dentelle glacée. Les tombes alignées ressemblaient à des dents de pierre émergeant d'une gencive blanche. Des corbeaux perchés sur les croix observaient Mathilde de leurs yeux noirs, indifférents à sa présence. Elle attendait depuis 1 heure. Le froid avait traversé son manteau, sa robe, sa peau. Il s'était installé dans ses os comme un hôte permanent. Elle ne sentait plus ses doigts. Aurélien Vasseur apparut entre 2 mausolées.
Sa silhouette anguleuse se découpait contre le ciel gris comme une lame de couteau. Il marchait vite, la tête baissée, les mains enfoncées dans les poches de son pardessus. « Vous êtes venu ?» dit-il en s'arrêtant à 3 pas d'elle. « Vous pensiez que je fuirais ? Je pensais que vous étiez trop fier pour demander de l'aide. » Mathilde sortit le carnet de cuir noir de sous son manteau. « Je ne demande pas de l'aide, monsieur Vasseur. Je propose une alliance. » Il prit le carnet. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'il feuilletait les pages. Le vent souleva quelques flocons de neige ancienne, les faisant tourbillonner autour d'eux comme des fantômes minuscules. « La Fondation Montclair, murmura-t-il. Ces sommes sont colossales. Et inexplicables. Le pensionnat reçoit 3 fois plus que ses subventions officielles. L'argent arrive, mais il ne reste pas. Il va ailleurs. » Vasseur releva les yeux. La rage qui brûlait dans son regard lors de leur première rencontre avait cédé la place à quelque chose de plus froid, de plus dangereux. « J'ai mené ma propre enquête, dit-il à voix basse. Depuis 5 ans, 7 orphelines ont quitté les institutions de Genève sans laisser de traces. 7 ? Officiellement, elles ont été adoptées par des familles étrangères, des comtes autrichiens, des barons prussiens, des noms impossibles à vérifier. Mathilde sentit son estomac se nouer. Les tombes autour d'eux semblaient soudain plus proches, plus oppressantes. « Vous suggérez qu'on les a vendus ? » « Je suggère que quelqu'un a bâti un commerce lucratif sur le dos des enfants sans famille et que ma fille a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. » Le silence tomba entre eux. Un corbeau croassa, brisant le calme funèbre. « Héloïse n'est pas orpheline, » reprit Mathilde. « Pourquoi elle ? » « Parce qu'elle m'a écrit une lettre la veille de sa disparition. Une lettre que je n'ai reçue qu'hier. » Il sortit un papier froissé de sa poche. L'écriture était fine, élégante, tremblante. « Père, j'ai trouvé des documents dans le bureau de la sous-directrice, des listes de noms avec des prix. Je crois que quelque chose de terrible se passe ici. J'ai peur de ce que je sais. » Mathilde lut les mots 3 fois. Chaque lecture enfonçait un clou de plus dans son cœur. « Elle savait, » murmura-t-elle, « et quelqu'un l'a fait taire. » Vasseur reprit la lettre et la rangea avec des gestes précautionneux, comme s'il manipulait une relique sacrée. « Montclair est intouchable tant que nous n'avons pas de preuves solides. Le carnet de clerc ne suffit pas. Il nous faut les registres originaux. » « Ils sont à la mairie, dans les archives municipales. »« Je sais, et je sais aussi qu'elles sont gardées jour et nuit. » Leurs regards se croisèrent. Une compréhension silencieuse passa entre eux. « Minuit, » dit Mathilde. « Je connais l'entrée de service. J'y allais avec mon mari quand il enseignait à l'académie. » Pour la première fois, une expression proche de la surprise traversa le visage de Vasseur. « Votre mari ? » « Il est mort il y a 15 ans. Mais certaines portes n'ont jamais changé de serrure. » La nuit enveloppa Genève d'un manteau de silence. Les réverbères à gaz projetaient des halos jaunâtres sur les pavés humides. Mathilde et Vasseur longèrent les ruelles étroites qui serpentaient derrière l'hôtel de ville, évitant les rares passants attardés. L'entrée de service se cachait au fond d'une cour intérieure. Une porte de bois vermoulu, coincée entre 2 murs de pierre noircis par le temps. Mathilde sortit une clé de son réticule. « Vous l'avez gardée pendant 15 ans ?» chuchota Vasseur. « Mon mari disait toujours que les clés sont des passeports pour l'invisible. » La serrure grinça, mais céda. L'odeur de vieux papier et de poussière les accueillit comme une haleine de caveau. Vasseur alluma une lanterne sourde, ne laissant filtrer qu'un mince rayon de lumière. Les archives s'étendaient sur 3 niveaux souterrains. Des étagères de chêne croulaient sous le poids de registres reliés de cuir, de liasses de documents jaunis,
de cartons étiquetés en lettres gothiques. L'histoire entière de Genève dormait ici, prisonnière du papier et de l'encre. « Les finances municipales sont au 2e niveau, » souffla Mathilde. « Suivez-moi. » Ils descendirent un escalier de pierre étroit. L'air devenait plus froid à chaque marche, plus épais. La flamme de la lanterne dansait sur les murs suintants d'humidité. Le 2e niveau s'ouvrit devant eux comme une forêt de papier. Mathilde repéra les registres financiers dans une alcôve protégée par une grille de fer forgé. La grille n'était pas verrouillée. Étrange. Trop facile. Elle chassa cette pensée et commença à fouiller. Vasseur surveillait l'escalier, la main sur le pommeau d'une canne qu'elle savait creuse, dissimulant une lame. Les minutes s'égrenèrent. Mathilde parcourait les colonnes de chiffres, cherchant les anomalies. Soudain, ses doigts s'arrêtèrent. « Là !» murmura-t-elle. « Le registre de 1869. Les subventions versées au pensionnat Bellerive. Des montants triplés, comme dans le carnet de Claire. Mais ici, une colonne supplémentaire apparaissait. Destination. Vienne, Berlin, Londres, Saint-Pétersbourg. Et à côté de chaque destination, un montant. 5 000 francs, 8 000, 12 000. Ce sont des tarifs, comprit Vasseur en lisant par-dessus son épaule. Des prix de vente. Mathilde tourna les pages. Les noms des orphelines apparaissaient en marge, griffonnés d'une écriture négligente. Marie-Louise, 14 ans, Vienne. Jeanne, 13 ans, Berlin. Émilie, 15 ans, Londres. Et tout en bas de la dernière page, une note récente. Héloïse V, en attente. Valeur exceptionnelle. Le papier trembla dans les mains de Mathilde. Elle entendit Vasseur retenir son souffle. « Valeur exceptionnelle » répéta-t-il d'une voix blanche. « Ma fille n'est pas une marchandise. »« Elle est vivante. Cette note le prouve. Ils ne l'ont pas encore vendue. »« Où la garde-t-il » Mathilde continua à fouiller. Ses doigts trouvèrent une enveloppe glissée entre 2 pages. À l'intérieur, un plan. Un entrepôt au bord du lac. L'adresse était griffonnée en haut. « Quai des Paquis » lut-elle. « Entrepôt numéro 7. » Des bruits résonnèrent à l'étage supérieur. Des pas lourds, des voix étouffées. « On part !» ordonna Vasseur. « Maintenant !» Ils coururent vers une sortie secondaire que Mathilde avait repérée lors de leur descente. Un couloir étroit menait à une trappe donnant sur les quais du Rhône. L'eau noire du fleuve miroitait sous la lune absente. Ils émergèrent dans la nuit glaciale, haletants. « L'entrepôt, » dit Vasseur, « cette nuit. »« Non, pas sans préparation, ils nous attendent peut-être. Ma fille est là-bas. Votre fille a besoin d'un père vivant, pas d'un cadavre héroïque. » Il la fixa avec une intensité brûlante. Puis ses épaules s'affaissèrent. « Demain alors, à l'aube. » L'entrepôt numéro 7 se dressait au bout d'un quai désert. Une bâtisse de briques rouges, aux fenêtres murées, qui semblait abandonnée depuis des décennies. Le lac Léman s'étendait derrière, immense et noir, avalant l'horizon. Ils entrèrent par une fenêtre brisée au rez-de-chaussée. L'intérieur sentait le moisi et quelque chose d'autre. Quelque chose de doux et d'écœurant. Du parfum bon marché mêlé à la sueur froide. Des caisses de documents s'empilaient contre les murs. Vasseur en ouvrit une. Des contrats, des certificats d'adoption falsifiés, des lettres de recommandation portant des signatures prestigieuses. Mathilde poussa une porte au fond de l'entrepôt. La petite pièce était vide, mais elle portait les traces d'une occupation récente. Un lit de camp défait, des chaînes fixées au mur, et dans un coin, un piano droit, silencieux, couvert de poussière. Sur le tabouret, un ruban bleu. « Elle était là », murmura Vasseur. « Ma petite fille était enchaînée ici. » Mathilde posa une main sur son bras.
Elle sentait sa douleur comme si c'était la sienne. Où l'ont-ils emmené maintenant? Un bruit de porte, des voix dehors. Ils échangèrent un regard. Le lac. Ils sortirent par l'arrière et coururent vers le quai. Une barque attendait, attachée à un poteau. Vasseur la détacha tandis que Mathilde sautait à bord. Les rames frappèrent l'eau dans un rythme frénétique. Derrière eux, des silhouettes apparurent sur le quai, des cris s'élevèrent dans la nuit. Mais le lac les avala, les protégea, les emporta vers l'autre rive. Ils accostèrent près d'un petit port de pêche, tremblant de froid et d'épuisement. Vasseur s'assit sur un rocher, la tête entre les mains. « Ma femme est morte en couches, » dit-il soudain. Héloïse était tout ce qui me restait, tout ce qui me rattachait à la vie. Mathilde s'assit à côté de lui. La lune perçait enfin les nuages, dessinant un chemin d'argent sur les eaux sombres. « Nous la retrouverons, » promit-elle. « Comment pouvez-vous en être certaine ?»« Parce que je refuse d'accepter l'alternative. » Il releva la tête et la regarda. Pour la première fois, elle vit autre chose que de la colère dans ses yeux. Du respect, peut-être. « Vous êtes une femme remarquable, Mathilde Vaugeois. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle, quelque chose de gelé depuis longtemps, commença doucement à fondre. En rentrant chez elle, elle trouva sa chambre dévastée. Les tiroirs éventrés, les vêtements éparpillés, les draps arrachés. Et sur son oreiller, un mot tracé à l'encre rouge. « Vous êtes la prochaine à disparaître. » Le mot à l'encre rouge brûlait dans la poche de Mathilde comme un charbon ardent. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa découverte. 3 jours pendant lesquels elle avait dormi chez une ancienne élève, changeant d'adresse chaque nuit, guettant chaque ombre. Ce matin, Claire avait frappé. La grande salle du pensionnat Belle-Rive resplendissait sous le soleil d'hiver. Les lustres de cristal projetaient des arcs-en-ciel sur les murs crème. 43 jeunes filles en uniforme bleu marine se tenaient debout, alignées comme des soldats, le visage blême. Mathilde entra par la porte de service. Personne ne l'attendait. Au centre de la salle, Édouard Monclerc paradait dans son costume noir, une liasse de papier à la main. Claire se tenait à ses côtés, vêtue d'une robe de soie prune qui coûtait 6 mois de salaire. Son sourire avait la douceur du poison lent. « Mes chers enfants », déclamait le maire de sa voix onctueuse, « je suis au regret de vous annoncer une nouvelle douloureuse. Votre ancienne directrice, Madame Vaugeois, a gravement failli à ses devoirs. » Un murmure parcourut les rangs. Mathilde vit plusieurs élèves échanger des regards incrédules. « Les preuves sont accablantes, » poursuivit Monclerc en brandissant les papiers. « Des documents financiers révèlent que Madame Vaugeois détournait les fonds destinés à votre éducation. Des milliers de francs ont disparu dans ses poches. »« C'est faux !» La voix de Mathilde résonna comme un coup de tonnerre. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Claire pâlit imperceptiblement. Monclerc fronça les sourcils. « Madame Vaugeois, vous n'êtes plus la bienvenue dans cet établissement. »« Cet établissement est ma vie depuis 22 ans, monsieur le maire. Vous ne m'en chasserez pas avec des mensonges. » Elle s'avança vers lui, ignorant les regards effrayés des élèves. Chaque pas la rapprochait du gouffre, mais elle refusait de reculer. « Ces documents sont des faux. » Fabriqués par quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'art de l'imitation. Son regard glissa vers Claire. La sous-directrice soutint son regard avec un sourire serein. « Quelles accusations graves, Mathilde! Avez-vous des preuves? »« J'ai mieux que des preuves. J'ai la vérité. » Monclerc fit un signe. 2 gendarmes apparurent dans l'encadrement de la porte. Leurs uniformes bleus semblaient obscènes dans ce lieu dédié à l'innocence. « La vérité, » répéta le maire avec condescendance, « c'est que vous êtes une femme aigrie, dépassée par son temps, une relique d'une époque révolue. » Il se tourna vers les élèves. «
Mesdames, veuillez accueillir votre nouvelle directrice. Madame Claire Daubigny prend ses fonctions dès aujourd'hui. » Les applaudissements qui suivirent sonnèrent creux. Mathilde vit des larmes couler sur plusieurs joues. La petite Margot, 13 ans, sanglotait silencieusement au premier rang. Claire s'avança radieuse. « Je vous remercie, monsieur le maire. Je ferai honneur à cette confiance. » Puis, se tournant vers Mathilde avec une sollicitude feinte, « Ne vous inquiétez pas, ma chère. Je veillerai sur vos anciennes protégées comme si elles étaient mes propres filles. » Le venin sous le miel, la lame sous le velours. Mathilde reconnaissait cette tactique. Elle l'avait vue 1000 fois dans les salons mondains où les femmes se déchiraient avec des sourires. « Vous savez où est Héloïse » murmura-t-elle assez bas pour que seule Claire entende. « Et je le prouverai. » Le sourire de Claire se figea une fraction de seconde, puis il revint, plus éclatant. « Pauvre Mathilde, la solitude vous fait perdre la raison. » Les gendarmes s'approchèrent. L'un d'eux posa une main sur le bras de Mathilde. « Veuillez nous suivre, madame. » Elle se dégagea avec dignité. « Je sais marcher, monsieur. » On lui arracha ses clés devant les élèves. Le trousseau de fer qu'elle portait depuis 22 ans, qui ouvrait chaque porte de ce bâtiment qu'elle avait aimé comme son propre enfant. Claire le prit avec une moue de dégoût, comme si le métal était souillé. Mathilde sortit la tête haute. Elle ne pleurerait pas devant eux. Le fiacre l'attendait dehors. On la conduisit non pas en prison, comme elle l'avait craint, mais devant une pension modeste près de la gare. Les gendarmes la laissèrent là, sans un mot d'explication. Elle comprit. Montclair ne voulait pas d'un procès, pas encore. Il voulait simplement qu'elle disparaisse, qu'elle devienne invisible, qu'elle cesse d'exister aux yeux de la bonne société genevoise. La chambre qu'on lui attribua sentait le renfermer et la cire bon marché. Un lit étroit, une table bancale, une fenêtre donnant sur une cour intérieure. Les murs suintaient l'humidité, le papier peint se décollait par endroits, révélant le plâtre grisâtre en dessous. Mathilde s'assit sur le lit. Les ressorts grincèrent sous son poids. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle se permit de pleurer. Les larmes coulèrent en silence, traçant des sillons brûlants sur ses joues. Elle pleura pour Héloïse, prisonnière quelque part dans cette ville. Elle pleura pour ses élèves, abandonnés aux mains d'une traîtresse. Elle pleura pour elle-même, femme de 52 ans, dont la vie venait de s'effondrer. Quand les larmes se tarirent, elle se sentit vidée, creuse, comme une coquille abandonnée sur la plage. On frappa à la porte. Elle s'essuya les yeux et ouvrit. Aurélien Vasseur se tenait dans le couloir, un paquet sous le bras. « Je vous ai cherché partout », dit-il en entrant sans y être invité. « Les nouvelles vont vite à Genève. »« Vous venez constater ma déchéance ? Je viens vous empêcher de sombrer. » Il posa le paquet sur la table. Du pain, du fromage, une bouteille de vin, des provisions de survie. « Vous n'avez rien mangé depuis hier, je me trompe ?» Mathilde ne répondit pas. Il avait raison, bien sûr. Vasseur s'assit sur l'unique chaise de la chambre. Son visage portait les traces de nuit blanche. Ses yeux injectés de sang trahissaient une obsession dévorante. « J'ai reçu un télégramme ce matin, » annonça-t-il. « Un ancien associé de Montclair accepte de témoigner. »« Un témoin ?» François Leclerc. Il était secrétaire de la Fondation Montclair il y a 5 ans. Il sait tout. Les noms, les dates, les destinations. Une étincelle s'alluma dans la poitrine de Mathilde. Faible, vacillante, mais présente. « Où est-il ? » ?»« À Londres. Il a fui quand il a compris l'ampleur du trafic. Il part pour les Amériques dans 3 jours. »
3 jours. Oui, mais avant de parler, il veut des garanties. Il veut savoir que nous pouvons réellement faire tomber Montclair. Mathilde se leva. Ses jambes tremblaient encore, mais sa voix avait retrouvé sa fermeté. Nous avons les registres des archives, le carnet de Claire, les plans de l'entrepôt. Ce n'est pas suffisant. Les registres peuvent être contestés. Le carnet est un vol. L'entrepôt a été vidé. Alors que faut-il? Vasseur la regarda avec une intensité nouvelle. Une confession ou un témoignage public impossible à ignorer. Le silence s'installa entre eux. Dehors, un fiacre passa dans la rue, ses roues claquant sur les pavés mouillés. « Le bal annuel des bienfaiteurs », murmura Mathilde. « Il a lieu dans 10 jours. Toute l'élite de Genève sera présente. » Vous pensez à une confrontation publique? Je pense à un procès populaire. Un article dévastateur, publié le jour même du bal. Des témoignages lus devant l'Assemblée. Une révélation impossible à étouffer. Vasseur hocha lentement la tête. « C'est risqué. Montclair a des alliés partout. » « Et nous avons la vérité. » Il sourit. Un sourire triste, fatigué, mais sincère. « Vous savez, Mathilde, quand je vous ai rencontrée, je vous ai prise pour une bureaucrate rigide, une femme de règlement, incapable de passion. Et maintenant? Maintenant, je vois une guerrière, une femme prête à tout sacrifier pour ce qu'elle croit juste. » Mathilde sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle détourna le regard. « La flatterie ne vous mènera nulle part, monsieur Vasseur. »« Ce n'est pas de la flatterie, c'est un constat. » Il se leva et marcha vers la fenêtre. La lumière grise de l'hiver découpait son profil anguleux. « Je dois vous avouer quelque chose, » dit-il sans la regarder. « Quelque chose qui pourrait changer votre opinion sur moi. » Mathilde attendit en silence. « Il y a 10 ans, j'ai écrit un article. Un article accusant un homme d'affaires de corruption. Mes sources étaient solides, mes preuves irréfutables. Du moins, je le croyais. Et l'homme était innocent. Mes sources m'avaient manipulé. Quand la vérité a éclaté, il était trop tard. Sa réputation était détruite. Sa femme l'avait quitté. Ses enfants refusaient de le voir. Il se retourna. Son visage portait le poids de cette confession. Il s'est jeté dans le Rhône 3 mois plus tard. Le silence qui suivit était lourd comme une pierre tombale. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Mathilde. « Parce que je veux que vous sachiez qui je suis vraiment. Un homme qui a tué par négligence. Un homme qui cherche désespérément à se racheter. » Il fit un pas vers elle. « Cette fois, je ne ferai pas d'erreur. Cette fois, la vérité sera absolue. » Mathilde le regarda longtemps. Elle voyait en lui non plus le journaliste arrogant de leur première rencontre, mais un père brisé, cherchant rédemption. « Je vous fais confiance, » dit-elle finalement. « Mais sachez que si vous me trahissez, je vous détruirai moi-même. » Un sourire amer étira ses lèvres. « Je n'en attendais pas moins de vous. » Dehors, la nuit tombait sur Genève. Les réverbères s'allumaient un à un, traçant des chemins de lumière dans l'obscurité grandissante. Quelque part dans cette ville, Héloïse attendait. Et quelque part, Claire d'Aubigny savourait son triomphe éphémère. Mais les marées allaient tourner. Mathilde le sentait dans ses os. Les flammes dansaient dans la cheminée du salon de Marguerite Belmont, projetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés de velours bordeaux. L'ancienne élève de Mathilde avait accepté de l'héberger malgré les risques. À 35 ans, devenue veuve fortunée, elle n'avait plus peur des rumeurs mondaines. Mathilde relisait pour la 5e fois le télégramme de Londres. François Leclerc confirmait sa venue. Il arriverait à Genève dans 4 jours, juste avant le bal des bienfaiteurs. Mais ses conditions étaient claires.
protection absolue, anonymat garanti jusqu'au dernier moment, et une somme conséquente pour financer sa nouvelle vie aux Amériques. Vasseur avait trouvé l'argent. Dieu seul savait comment. « Vous ne dormez plus ?» constata Marguerite en entrant avec un plateau de thé fumant. « Le sommeil est un luxe que je ne peux pas me permettre. Le sommeil est une nécessité que vous négligez. » La jeune femme posa le plateau sur la table basse et s'assit en face de Mathilde. Ses yeux gris reflétaient une inquiétude sincère. « J'ai entendu des choses troublantes au marché ce matin. On dit que Claire d'Aubigny a fait venir un médecin aliéniste au pensionnat. » Mathilde releva brusquement la tête. « Un aliéniste? Pourquoi faire ?»« Pour examiner les élèves. Elle prétend que certaines souffrent d'hystérie collective depuis votre départ, qu'elles inventent des histoires. » Le thé refroidit dans la tasse de Mathilde, oubliée. Son esprit tournait à toute vitesse. Quelles histoires? Je ne sais pas exactement, mais la petite Margot Duval a été placée en isolement hier. On dit qu'elle refusait de manger et qu'elle criait des accusations contre la nouvelle directrice. Margot, 13 ans. La petite brune aux yeux de faon qui pleurait le jour de l'humiliation publique de Mathilde. Cet enfant avait toujours été trop sensible, trop observatrice. Elle voyait des choses que les autres préféraient ignorer. « Je dois entrer dans le pensionnat », murmura Mathilde. « C'est de la folie. Ils vous attendent. » Margot, c'est quelque chose. Sinon, pourquoi l'isoler? Marguerite secoua la tête avec véhémence. Vous ne pouvez pas risquer votre liberté pour une intuition. Si on vous arrête maintenant, tout s'effondre. Le témoignage de Leclerc, la confrontation au bal, tout. Elle avait raison. Mathilde le savait. Mais l'image de Margot, seule dans une cellule d'isolement, la torturait. Il doit y avoir un moyen. Un sourire malicieux apparut sur les lèvres de Marguerite. Il se trouve que ma cousine Élise est infirmière et qu'elle doit justement se rendre au pensionnat demain pour livrer des médicaments. Mathilde comprit immédiatement. « Vous voulez que je prenne sa place ?»« Je veux que vous preniez son uniforme et sa coiffe et son accent vaudois. » L'uniforme d'infirmière grattait la peau de Mathilde comme une pénitence. La coiffe blanche dissimulait ses cheveux gris, et des lunettes rondes empruntées à Marguerite changeaient suffisamment son visage pour tromper un regard superficiel. Le fiacre la déposa devant les grilles du pensionnat à 10 heures précises. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on entende à travers le tissu empesé de sa blouse. La gardienne du portail était nouvelle. Une femme massive au visage fermé qui examina ses papiers avec une suspicion désagréable. « Livraison de laudanum et de sel », récita Mathilde avec l'accent chantant du canton de Vaud. « Pour l'infirmerie. »« L'infirmerie est fermée aux visiteurs. »« Je ne visite pas, ma bonne dame. Je livre. Et si ces médicaments n'arrivent pas à temps, c'est vous qui expliquerez au docteur pourquoi ces patients souffrent. » La gardienne grommela, mais ouvrit la grille. Mathilde traversa la cour d'un pas assuré. Tout lui semblait différent. Les fenêtres, autrefois accueillantes, ressemblaient maintenant à des yeux vides. Les rosiers qu'elle avait plantés 15 ans plus tôt agonisaient, négligés. Une odeur de renfermé flottait dans l'air, remplaçant le parfum de lavande qui avait toujours caractérisé cet endroit. Elle croisa 2 élèves dans le couloir. Elles marchaient en silence, les yeux baissés, comme des prisonnières. Leur uniforme impeccable ne parvenait pas à masquer leur pâleur maladive. L'infirmerie se trouvait au premier étage, près des dortoirs. Mathilde y entra et déposa sa caisse de médicaments sur le comptoir. L'infirmière de garde, une jeune femme aux joues rebondies, la remercia distraitement. « Le docteur Morel viendra cet après-midi pour les examens. Vous pouvez partir. J'ai une autre livraison pour la patiente en isolement. Des calmants spéciaux prescrits par le docteur. » L'infirmière fronça les sourcils. « Je n'ai reçu aucune instruction à ce sujet. »« Les instructions viennent de la mairie. Le docteur Morel insiste pour que la patiente soit stabilisée avant son examen. » Mathilde sortit un flacon de sa poche.
de l'eau sucrée teintée de bleu, préparée par Marguerite. L'infirmière l'examina avec perplexité. « C'est nouveau ? Importé de Vienne, très efficace contre l'hystérie juvénile. » Le mensonge coula de ses lèvres avec une facilité surprenante. L'infirmière haussa les épaules et lui tendit une clé. « Troisième porte à gauche dans l'aile ouest. Ne restez pas longtemps. Cette gamine est dangereuse. » Dangereuse, une enfant de 13 ans. Mathilde longea le couloir de l'aile ouest. Cette partie du bâtiment avait été rénovée récemment. Les murs étaient nus, blancs, dépourvus des tableaux et des tapisseries qui ornaient autrefois chaque recoin. On aurait dit un hôpital ou une prison. La troisième porte était renforcée de fer. Un Judas permettait de surveiller l'intérieur. Mathilde glissa la clé dans la serrure et entra. Margot était recroquevillée dans un coin de la cellule. Ses cheveux noirs pendaient en mèches emmêlées autour de son visage amaigri. Ses yeux, autrefois vifs et curieux, fixaient le vide avec une expression hagarde. « Margot !» murmura Mathilde en s'agenouillant près d'elle. « C'est moi, Madame Vaugeois. » La petite leva lentement la tête. La reconnaissance perça à travers le brouillard de son regard. « Madame, ils m'ont dit que vous étiez partie, que vous ne reviendriez jamais. Ils ont menti. Je suis là, et je vais te sortir d'ici. » Des larmes coulèrent sur les joues sales de Margot. « J'ai vu des choses, madame, des choses terribles. La nuit où Héloïse a disparu, j'étais réveillée. Je regardais par la fenêtre du dortoir. » Le cœur de Mathilde s'accéléra. « Qu'as-tu vu, ma petite ?» « 2 hommes. Ils portaient Héloïse vers un fiacre. Elle ne bougeait pas. Et Madame d'Aubigny était là. » Elle tenait la grille ouverte. Elle leur donnait de l'argent. La confirmation tant attendue. Claire n'était pas seulement complice. Elle était au cœur de l'enlèvement. « As-tu reconnu les hommes ?» L'un d'eux avait une cicatrice sur la joue. L'autre portait un uniforme de gendarme. Un gendarme. Le bras armé de Montclair s'étendait jusque dans les forces de l'ordre. « Écoute-moi bien, Margot. Dans quelques jours, des gens vont venir. Des gens qui veulent la vérité. Tu devras leur raconter exactement ce que tu m'as dit. » « Ils vont me faire du mal si je parle. »« Personne ne te fera de mal, je te le promets. » Mathilde serra la main glacée de l'enfant dans la sienne. « Tu es plus courageuse que tu ne le crois. Tu es un témoin, et les témoins ont le pouvoir de renverser les tyrans. » Des pas résonnèrent dans le couloir. Mathilde se releva précipitamment. « Je reviendrai, » chuchota-t-elle. « Tiens bon. » Elle sortit de la cellule au moment où l'infirmière apparaissait au bout du couloir. « Vous avez terminé ?»« Oui, la patiente est calme. Le médicament fait effet. » L'infirmière hocha la tête sans plus de questions. Mathilde quitta le pensionnat le cœur battant. Elle avait ce qu'elle cherchait, un témoin oculaire, une preuve vivante de la culpabilité de Claire. Mais en passant la grille, elle croisa un regard qui la glaça. Claire d'Aubigny se tenait à la fenêtre de son bureau, au 2e étage. Ses yeux étaient fixés sur Mathilde. Un sourire jouait sur ses lèvres. Elle avait reconnu l'intruse. Mathilde pressa le pas vers le fiacre qui l'attendait au coin de la rue. Son déguisement n'avait pas fonctionné. Claire savait qu'elle était venue. Et Claire savait pourquoi. La course contre la montre venait de s'accélérer. Le soir même, Vasseur la trouva dans le salon de Marguerite, penchée sur une carte de Genève. « Vous avez pris des risques insensés, » dit-il d'une voix tendue. « J'ai obtenu un témoin. » Elle lui raconta tout. L'enfermement de Margot, son témoignage, la présence de Claire lors de l'enlèvement, le gendarme complice. Vasseur écouta en silence, son visage se durcissant à chaque révélation. « Ils vont déplacer Margot maintenant qu'ils savent que vous l'avez vue. Alors il faut agir vite, avant le bal, avant l'arrivée de Leclerc. »« Comment ?» Mathilde pointa un endroit sur la carte, le pensionnat,
puis un autre, l'hôtel de ville. Nous avons besoin d'alliés à l'intérieur, des domestiques, des élèves, des gens qui n'en peuvent plus de vivre dans la peur. Vous voulez fomenter une rébellion? Je veux allumer une étincelle, le reste suivra. Vasseur la regarda longuement, puis il hocha la tête. J'ai des contacts dans les milieux ouvriers, des hommes qui détestent Montclair autant que nous, des imprimeurs prêts à travailler gratuitement si le contenu en vaut la peine. Alors, préparons ce contenu. Un article? Non, un manifeste. Quelque chose que Genève entière ne pourra pas ignorer. Ils travaillèrent toute la nuit. Les mots s'alignaient sur le papier comme des soldats marchant au combat. Chaque phrase était une accusation, chaque paragraphe un coup de canon. À l'aube, le manifeste était prêt. François Leclerc descendit du train de 22 heures avec la démarche nerveuse d'un homme traqué. Petit, voûté, le visage mangé par une barbe grisonnante, il ressemblait davantage à un comptable épuisé qu'à un témoin capable de faire trembler les fondations du pouvoir genevois. Vasseur l'attendait sur le quai, dissimulé derrière une colonne. Mathilde surveillait la sortie de la gare depuis un fiacre stationné dans l'ombre. Ils avaient convenu de ne pas se montrer ensemble en public. Trop risqué. L'ancien secrétaire de la Fondation Montclair portait une valise élimée et un pardessus trop grand pour ses épaules étroites. Ses yeux balayaient constamment les alentours, cherchant des menaces invisibles. « Monsieur Leclerc », murmura Vasseur en s'approchant. L'homme sursauta violemment. « Vous êtes Vasseur? Le journaliste? Suivez-moi, nous parlerons ailleurs. » Le fiacre les conduisit vers une auberge discrète aux portes de la ville. Mathilde avait loué une chambre sous un faux nom. Les murs épais étoufferaient leur voix. Leclerc s'effondra sur une chaise dès qu'ils furent à l'intérieur. Ses mains tremblaient en acceptant le verre de cognac que Mathilde lui tendait. « Vous ne comprenez pas ce que vous me demandez, dit-il d'une voix étranglée. Montclair a des yeux partout. Même à Londres, je sentais sa présence. Des hommes me suivaient, des lettres anonymes glissaient sous ma porte. Nous vous protégerons, assura Vasseur. Personne ne peut me protéger de lui. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Mathilde s'assit en face de lui. Son regard était doux, mais ferme. Alors dites-nous exactement ce que vous avez vu pendant vos années à la Fondation. Leclerc vida son verre d'un trait. L'alcool sembla lui donner du courage. J'ai commencé comme simple comptable en 1864. La Fondation Montclair finançait des orphelinats, des pensionnats, des maisons de charité. Tout semblait parfaitement respectable. Il marqua une pause, les yeux perdus dans un passé douloureux. Puis j'ai remarqué des anomalies dans les registres, des sommes importantes versées à des intermédiaires étrangers. Des noms de jeunes filles rayés des listes d'élèves avec la mention « 0 ». Transférés où ? Demanda Mathilde. C'est ce que j'ai voulu savoir. J'ai fouillé. J'ai trouvé des correspondances que je n'aurais jamais dû lire. Ses mains se crispèrent sur le verre vide. Des commandes, c'est le mot qu'ils utilisaient. Des commandes de jeunes filles avec des critères précis. Âge, apparence, éducation, talents musicaux, comme si elles étaient des marchandises. Le silence tomba sur la pièce. Dehors, le vent faisait gémir les volets mal ajustés. Les acheteurs étaient des aristocrates européens, poursuivit Leclerc. Des hommes riches cherchant des épouses dociles pour des mariages arrangés. Ou pire, beaucoup pire, des maisons closes, comprit Vasseur. Certaines, oui. D'autres disparaissaient simplement, jamais retrouvées, jamais réclamées. Des orphelines dont personne ne remarquait l'absence. Mathilde sentit la nausée monter dans sa gorge. Elle pensa à Héloïse, à Margot, à toutes ces jeunes filles qui avaient traversé son pensionnat pendant 22 ans. « Combien ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Combien de victimes ?»« Des dizaines, peut-être des centaines sur 30 ans. Montclair a bâti un empire sur ce commerce. Sa fortune politique, ses alliances, tout repose sur ce réseau. » « Et Claire d'Aubigny ?» Leclerc hocha la tête. « Elle est arrivée il y a 8 ans.
recrutée spécifiquement pour infiltrer votre pensionnat. Elle identifie les candidates, prépare les dossiers, facilite les enlèvements. Pourquoi mon pensionnat? Parce que vos élèves sont parfaites, éduquées, raffinées, issues de bonnes familles. Leur valeur sur le marché est exceptionnelle. Le mot « valeur » résonna comme une obscénité dans la bouche de cet homme brisé. Vasseur sortit un carnet et commença à prendre des notes. « Vous acceptez de témoigner publiquement, au bal des bienfaiteurs ?» Le clerc pâlit. Devant Montclerc lui-même? Devant toute l'élite de Genève, devant des journalistes, devant des témoins impossibles à corrompre. Il me fera tuer. Pas si nous le démasquons d'abord, intervint Mathilde. Un homme exposé ne peut plus agir dans l'ombre. La lumière est notre meilleure arme. Le clerc la regarda longuement. Quelque chose changea dans ses yeux fatigués. Vous y croyez vraiment que la vérité peut vaincre le pouvoir? Je crois que le silence est une forme de complicité et que nous avons gardé le silence trop longtemps. L'ancien secrétaire ferma les yeux. Quand il les rouvrit, une résolution nouvelle durcissait ses traits. J'ai gardé des copies, des documents que j'ai emportés en fuyant, des preuves irréfutables. Il ouvrit sa valise et en sortit une liasse de papier jauni, serré par un ruban noir. Contrat d'achat, reçu de paiement, correspondance avec des intermédiaires viennois et berlinois, tout est là. Vasseur prit les documents avec des mains tremblantes d'excitation. C'est suffisant pour le faire condamner. C'est suffisant pour le détruire, corrigea Leclerc. Mais il faut que tout sorte en même temps. L'article, les documents, le témoignage. Si Montclerc a le temps de réagir, il retournera la situation contre nous. Mathilde se leva et marcha vers la fenêtre. La nuit genevoise s'étendait devant elle, parsemée de lumières fragiles. Le bal a lieu dans 3 jours. Les imprimeurs de Vasseur peuvent produire 1000 exemplaires du manifeste en 48 heures. « Et les documents ?» demanda Vasseur. « Nous les ferons circuler parmi les invités. Chaque table recevra une copie. Montclerc ne pourra pas tout confisquer. »« Il essaiera quand même. »« Laissez-le essayer. Plus il s'agitera, plus il paraîtra coupable. » Leclerc se leva à son tour, soudain plus grand malgré sa petite taille. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Héloïse Vasseur n'a pas été vendue. Pas encore. » Vasseur se figea. « Comment le savez-vous ? J'ai des contacts qui surveillent les mouvements du réseau. » Elle est détenue dans une propriété à la campagne, une villa appartenant à un associé de Montclerc. Ils attendent un acheteur important, un prince russe qui arrive la semaine prochaine. Où exactement? À Colonie, la villa des Glycines, gardée jour et nuit par 4 hommes armés. Vasseur se tourna vers Mathilde, le visage décomposé. « Il faut y aller maintenant, cette nuit. »« Non, » répondit-elle fermement, « pas sans préparation, pas sans renfort. Ma fille est prisonnière à quelques kilomètres d'ici et vous me demandez d'attendre ? Je vous demande de réfléchir. 4 hommes armés, une villa isolée. Si nous échouons, Héloïse disparaîtra définitivement. » Vasseur frappa du poing sur la table. Le verre de Leclerc tomba et se brisa sur le plancher. « Alors que proposez-vous » Mathilde le regarda droit dans les yeux. « Le bal. Nous exposons Montclerc. » Ses alliés l'abandonnent. Ses gardes perdent leur protecteur. Et dans la confusion, nous libérons Héloïse. 3 jours. Ma fille doit survivre 3 jours de plus. Elle survivra. Ils ne lui feront pas de mal tant qu'elle a de la valeur pour eux. Le mot « valeur » encore. Mathilde le prononça avec dégoût. Vasseur s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Ses épaules tremblaient. « Je ne peux pas dormir en sachant qu'elle souffre. Alors ne dormez pas. Travaillez. Écrivez l'article qui fera tomber son bourreau. Transformez votre rage en arme. » Elle posa une main sur son épaule, un geste qu'elle n'aurait jamais osé quelques semaines plus tôt. La colère est un combustible, mais elle doit brûler dans la bonne direction. Leclerc les observait en silence.
Un sourire triste étira ses lèvres. « Vous formez une étrange équipe. La directrice déchue et le journaliste en croisade. Les circonstances créent des alliances improbables, répondit Mathilde. Les circonstances révèlent qui nous sommes vraiment. » Le reste de la nuit fut consacré aux préparatifs. Vasseur rédigea l'article définitif, incorporant le témoignage de Leclerc et les documents les plus accablants. Mathilde organisa la logistique de la distribution au bal. Leclerc dessina un plan de la villa des Glycines, indiquant les positions probables des gardes. À l'aube, un messager apporta des nouvelles inquiétantes. Margot avait été transférée du pensionnat vers une destination inconnue. Claire avait agi plus vite qu'il ne l'avait prévu. Elle élimine les témoins, comprit Mathilde. Margot est une enfant, protesta Vasseur. Même Claire n'oserait pas. Claire oserait n'importe quoi pour protéger ses intérêts. Nous l'avons sous-estimée. Le piège se refermait lentement. Mais Mathilde refusait de céder à la panique. Le bal reste notre meilleure chance, avec ou sans Margot. Et si Montclair anticipe notre coup, alors nous improviserons. Elle regarda par la fenêtre. Le soleil se levait sur Genève, dorant les toits de la vieille ville. Dans 3 jours, tout sera différent, d'une manière ou d'une autre. Les lustres de cristal du grand hôtel des Bergues projetaient des milliers d'étoiles sur les murs lambrissés de la salle de bal. 300 convives en tenue de soirée tournoyaient au rythme d'une valse viennoise, leurs silhouettes se reflétant dans les miroirs immenses qui encadraient chaque fenêtre. L'élite de Genève était réunie ce soir pour le bal annuel des bienfaiteurs, ignorant que leur monde allait bientôt s'effondrer. Mathilde observait la scène depuis une alcôve dissimulée derrière un rideau de velours pourpre. Sa robe noire, empruntée à Marguerite, était simple mais élégante. Elle avait relevé ses cheveux gris en un chignon sévère. Ce soir, elle ne cherchait pas à séduire. Elle venait accomplir une mission. Édouard Montclair paradait au centre de la salle, serrant des mains, distribuant des sourires. Son épouse, une femme effacée au regard vide, le suivait comme une ombre. Claire d'Aubigny se tenait près du buffet, resplendissante dans une robe de satin émeraude, conversant avec un groupe de banquiers. Vasseur était entré par l'entrée de service 20 minutes plus tôt. Il devait se positionner près de l'estrade, où Montclair prononcerait son discours annuel. Leclerc attendait dans une chambre à l'étage, prêt à descendre au signal convenu. Tout était en place. Les serveurs engagés par Marguerite circulaient parmi les invités avec des plateaux de champagne. Sous chaque coupe, dissimulée par une serviette de lin, reposait un exemplaire du manifeste. 1000 copies avaient été imprimées. Ce soir, chaque convive repartirait avec la vérité entre les mains. L'orchestre acheva sa valse dans un crescendo de violon. Les couples applaudirent poliment. Un maître de cérémonie en livrée dorée monta sur l'estrade et réclama le silence. « Mesdames et messieurs, notre généreux hôte, monsieur le maire Édouard Montclair, souhaite vous adresser quelques mots. » Des applaudissements nourris accompagnèrent l'ascension de Montclair sur l'estrade. Il souriait de toutes ses dents blanches, incarnation parfaite du notable respectable. « Mes chers amis, » commença-t-il de sa voix grave et mélodieuse, « nous sommes réunis ce soir pour célébrer la générosité qui fait la grandeur de notre cité. » Mathilde sentit son estomac se nouer. Chaque mot sortant de cette bouche était un mensonge. Chaque sourire, une façade cachant des crimes innommables. Grâce à vos dons, des dizaines de jeunes filles sans famille ont reçu une éducation, un foyer, un avenir. Votre compassion a transformé des destins. Elle ne put retenir un ricanement amer. Transformer des destins, en effet, en marchandises, en esclaves, en fantômes. Cette année,
Je suis particulièrement fier d'annoncer l'expansion de notre programme vers de nouvelles institutions. Le pensionnat Belle-Rive, sous la direction éclairée de Madame Claire Daubigny, accueillera bientôt 30 nouvelles pensionnaires. Claire inclina gracieusement la tête, acceptant les regards admiratifs de l'assemblée. C'était le moment. Mathilde fit un signe discret vers l'entrée de service. Vasseur apparut, tenant une liasse de documents. Il marchait d'un pas décidé vers l'estrade, ignorant les regards surpris des convives. Montclerc s'interrompit. Son sourire vacilla imperceptiblement. « Monsieur Vasseur, quelle surprise de vous voir ici. Je ne crois pas que vous figuriez sur la liste des invités. Je m'invite moi-même, monsieur le maire. J'ai des informations que vos généreux donateurs méritent d'entendre. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les serveurs commencèrent à distribuer les coupes de champagne avec leurs manifestes cachés. Certains invités découvraient déjà les papiers, fronçant les sourcils en lisant les premières lignes. « Je crains que ce ne soit ni le lieu ni le moment pour vos élucubrations journalistiques, » répliqua Montclerc avec condescendance. « Au contraire, c'est exactement le lieu et le moment. » Vasseur monta sur l'estrade, bousculant le maître de cérémonie. « Mesdames et messieurs, l'homme que vous applaudissiez à l'instant dirige un réseau de trafic d'êtres humains depuis 30 ans. Des jeunes filles orphelines ont été vendues à des aristocrates étrangers. Certaines comme épouses forcées, d'autres comme esclaves. Beaucoup n'ont jamais été retrouvées. » Le silence tomba sur la salle comme un linceul. Les visages exprimaient l'incrédulité, le choc, le déni. « C'est absurde !» s'exclama Montclerc. « Cet homme est un diffamateur notoire. Il a déjà détruit des réputations avec ses mensonges. Alors laissez-moi présenter mon témoin. » Vasseur fit un geste vers l'escalier. François Leclerc descendit les marches, pâle mais déterminé. Sa présence provoqua une vague de chuchotements. Certains le reconnaissaient. François Leclerc, ancien secrétaire de la Fondation Montclerc, annonça Vasseur. Il a travaillé pendant 8 ans au cœur de cette organisation criminelle. Il possède des documents irréfutables. Montclerc pâlit. Pour la première fois, une fissure apparut dans son masque de confiance. Leclerc est un voleur et un traître. Il a fui la justice il y a 5 ans après avoir détourné des fonds. J'ai fui parce que j'ai découvert la vérité, répondit Leclerc d'une voix tremblante mais audible. Et j'ai emporté les preuves de vos crimes. Il brandit les documents que Mathilde avait vus quelques nuits plus tôt. Des contrats, des reçus, des correspondances. Voici un contrat de vente datant de 1867. Une jeune fille de 15 ans, Marie-Louise Perret, vendue à un comte autrichien pour 8 000 francs. Voici le reçu du paiement, signé de votre main, monsieur Montclerc. Le maire fit un pas en arrière. Ses yeux cherchaient une issue, un allié, une échappatoire. Claire Daubigny se faufila vers la sortie. Mais Marguerite l'intercepta, accompagnée de 2 hommes robustes. « Pas si vite, madame la directrice, » dit Marguerite avec un sourire glacial. « Vous avez des questions à répondre également. » La panique gagnait l'assemblée. Des invités se levaient, certains pour partir, d'autres pour mieux voir. L'orchestre avait cessé de jouer. Les serveurs continuaient leur distribution méthodique des manifestes. Mathilde sortit de son alcôve et marcha vers l'estrade. La foule s'écarta sur son passage, murmurant son nom. « Mathilde Vaugeois, elle ose se montrer ici ?» « N'est-ce pas la directrice accusée de détournement ? Regardez ce qu'elle a écrit dans ce document. » Elle monta sur l'estrade et se plaça face à Montclerc. Leurs regards se croisèrent. La haine qu'elle lut dans ses yeux ne l'effraya pas. « Vous pensiez m'avoir détruite, » dit-elle assez fort pour que tous entendent. « Vous avez fabriqué des preuves. Vous m'avez chassé de l'institution que j'aimais. Vous avez tenté de me faire taire. »« Vous êtes folle !» cracha-t-il. « Je suis lucide. Pour la première fois en 22 ans,
Je vois clairement ce qui se passait sous mon toit. » Elle se tourna vers l'assemblée. « J'ai été aveugle. Pendant des années, des jeunes filles ont disparu de mon pensionnat et je n'ai rien vu. » Je n'ai pas voulu voir. Ma responsabilité est immense. Mais ce soir, je choisis de me racheter en exposant la vérité. Un homme en costume gris se leva au fond de la salle. Le préfet de police, reconnut Mathilde. Son visage était fermé, indéchiffrable. « Ce sont des accusations graves, Madame Vaugeois. Avez-vous des preuves tangibles ? » « Les documents que présente Monsieur Leclerc sont authentiques, mais j'ai mieux encore. » Elle fit un signe vers la porte principale. 2 silhouettes apparurent. La petite Margot, le visage émacié mais les yeux brillants de courage. Et à côté d'elle, soutenue par un homme que Mathilde ne connaissait pas, une jeune fille aux cheveux blonds emmêlés. Héloïse Vasseur. Un cri étranglé échappa à Vasseur. Il descendit de l'estrade en courant et prit sa fille dans ses bras. « Comment ?» souffla Mathilde. L'homme qui accompagnait les 2 jeunes filles s'avança. C'était l'un des contacts de Vasseur dans les milieux ouvriers, un ancien soldat aux épaules larges. « Nous avons infiltré la villa des Glycines cette nuit, » expliqua-t-il. Les gardes n'ont pas résisté longtemps quand ils ont compris que leur patron allait tomber. Montclair recula jusqu'au bord de l'estrade. Ses yeux fous cherchaient toujours une échappatoire. « Vous ne pouvez rien prouver. Ces documents sont des faux. Ces témoins mentent. » Héloïse se dégagea des bras de son père et marcha vers l'estrade. Sa voix était faible, mais claire. « J'ai été enlevée le 12 décembre. Madame d'Aubigny a ouvert la grille. 2 hommes m'ont emmenée. On m'a gardée prisonnière pendant des semaines. On m'a dit que j'allais être envoyée en Russie, que personne ne me retrouverait jamais. » Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. « Cet homme est un monstre, et tous ceux qui l'ont aidé sont des monstres également. » Le préfet de police fit un signe à ses hommes postés près des portes. « Édouard Montclair, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de trafic d'êtres humains, enlèvement et corruption. » 2 gendarmes montèrent sur l'estrade. Montclair tenta de fuir, mais ils le saisirent fermement. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » hurla-t-il. « J'ai des alliés puissants, vous le regretterez tous. » On l'emmena sous les regards stupéfaits de l'assemblée. Claire d'Aubigny suivit, encadrée par d'autres gendarmes, son visage de marbre enfin brisé par la terreur. Mathilde resta sur l'estrade, tremblante d'épuisement et de soulagement. Elle croisa le regard de Vasseur, qui tenait toujours sa fille contre lui. Il articula silencieusement 2 mots. « Merci. » 3 mois avaient passé depuis la nuit du bal des bienfaiteurs. Le printemps s'installait sur Genève, couvrant les berges du lac de narcisses sauvages et de crocus violets. Les arbres du parc des Bastions bourgeonnaient timidement, comme s'ils hésitaient encore à croire que l'hiver était vraiment terminé. Mathilde marchait lentement sur le chemin de gravier qui menait au pensionnat Belle-Rive. Ses pas résonnaient dans le silence du matin, rythmant une mélodie familière qu'elle avait cru ne jamais réentendre. Dans sa poche, elle serrait la clé qu'on lui avait restituée la veille. Le trousseau de fer qu'on lui avait arraché publiquement 3 mois plus tôt. Le procès d'Édouard Montclair avait duré 6 semaines. Les journaux de toute l'Europe avaient couvert l'affaire. Le Temps de Genève, dirigé par Vasseur, avait publié des éditions spéciales chaque jour, dévoilant de nouveaux témoignages, de nouvelles preuves, de nouveaux complices. L'empire du maire s'était effondré comme un château de cartes dans la tempête. 23 personnes avaient été arrêtées, des banquiers, des notaires, des fonctionnaires, des médecins. Le réseau de trafic s'étendait bien au-delà de ce que Mathilde avait imaginé dans ses pires cauchemars. Des ramifications avaient été découvertes à Vienne, à Berlin, à Saint-Pétersbourg. Des enquêtes parallèles s'ouvraient dans plusieurs pays.
Claire d'Aubigny avait été condamnée à 15 ans de réclusion. Pendant son procès, elle avait gardé son masque de dignité outragé, niant toute implication malgré les preuves accablantes. Ce n'est que lors du verdict qu'elle s'était effondrée, hurlant des malédictions contre Mathilde, contre Vasseur, contre tous ceux qui l'avaient démasquée. Montclerc lui-même avait reçu la peine maximale, 30 ans de travaux forcés. Son avocat avait fait appel, mais personne ne doutait que la sentence serait confirmée. L'homme qui avait régné sur Genève pendant 2 décennies finirait ses jours dans l'anonymat d'une cellule. Mathilde poussa la grille du pensionnat. Le métal grinça doucement, un son qu'elle connaissait par cœur. La cour était déserte à cette heure matinale, mais des voix d'enfants s'échappaient des fenêtres ouvertes du réfectoire. Elle s'arrêta un instant pour contempler le bâtiment. Les murs de pierre blanche brillaient sous le soleil printanier. Les rosiers qu'elle avait plantés 15 ans plus tôt recommençaient à fleurir, soignés par un nouveau jardinier qu'elle avait engagé elle-même. Les fenêtres étincelaient, lavées de la crasse qui s'y était accumulée pendant les mois de règne de Claire. La porte principale s'ouvrit. Une silhouette familière apparut sur le perron. Margot Duval avait repris des couleurs depuis sa libération. Ses joues n'étaient plus creusées par la faim et la peur. Ses yeux de faon brillaient d'une lumière nouvelle. « Bonjour, madame la directrice », dit-elle avec un sourire timide. « Bonjour, Margot. Tu es bien matinale ? Je voulais être la première à vous accueillir. » L'enfant descendit les marches et prit la main de Mathilde dans la sienne. « Les autres attendent dans la grande salle. Elles ont préparé quelque chose pour vous. » Mathilde se laissa guider, le cœur serré par une émotion qu'elle peinait à nommer. Reconnaissance, peut-être. Ou simplement le soulagement de rentrer chez soi après un long voyage. La grande salle n'avait pas changé. Les lustres de cristal projetaient toujours leurs arcs-en-ciel sur les murs crème. Les portraits des bienfaiteurs avaient été décrochés, remplacés par des dessins d'élèves représentant des paysages, des fleurs, des animaux. Des couleurs vives avaient chassé la solennité austère d'autrefois. 40 jeunes filles se tenaient debout, alignées comme le jour de l'humiliation publique de Mathilde. Mais cette fois, leurs visages rayonnaient de joie. « Bienvenue, Madame Vaugeois !» crièrent-elles en chœur. Des applaudissements éclatèrent. Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula. Elle avait pleuré suffisamment ces derniers mois. « Merci, mes enfants, merci infiniment. » Elle parcourut les rangs du regard, reconnaissant chaque visage. Certaines élèves avaient grandi pendant son absence. D'autres portaient encore les traces de l'épreuve qu'elles avaient traversée. Mais toutes étaient là, vivantes, libres. Une jeune fille aux cheveux blonds s'avança. Héloïse Vasseur tenait un bouquet de violettes sauvages qu'elle tendit à Mathilde. « De la part de mon père et de moi-même, dit-elle d'une voix claire, pour tout ce que vous avez fait. » Mathilde accepta le bouquet. Le parfum délicat des fleurs lui rappela sa propre jeunesse, quand elle cueillait des violettes dans les prairies du Jura avec sa mère disparue depuis longtemps. « Comment te sens-tu, Héloïse ? » « Mieux chaque jour. Les cauchemars s'espacent et j'ai recommencé à jouer du piano. J'aimerais t'entendre un de ces jours. »« Quand vous voudrez, madame. » La cérémonie improvisée se poursuivit pendant 1 heure. Les élèves avaient préparé des poèmes, des chansons, des discours maladroits mais sincères. Mathilde écouta chaque mot avec une attention émue. Quand la dernière élève eut terminé sa récitation, Mathilde prit la parole. « Mes chers enfants, je ne suis pas une héroïne. J'ai été aveugle pendant des années. J'ai laissé le mal s'installer sous mon toit sans le voir. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Mais j'ai appris quelque chose d'important ces derniers mois. La vérité exige du courage. Elle exige de regarder ce qui nous effraie. Elle exige de parler quand le silence serait plus confortable. »
Elle posa son regard sur Margot, puis sur Héloïse. « Vous êtes les vraies héroïnes de cette histoire. Vous avez témoigné malgré la peur. Vous avez refusé de vous taire. Votre courage a fait tomber un empire. » Des applaudissements timides saluèrent ces paroles. Les élèves échangèrent des regards émus. À partir d'aujourd'hui, ce pensionnat sera différent. Nous n'élèverons plus des jeunes filles dociles destinées à plaire. Nous formerons des femmes libres, capables de penser par elles-mêmes, de se défendre, de changer le monde. Elle sourit, un sourire qu'elle n'avait pas esquissé depuis des mois. Et maintenant, allez prendre votre petit déjeuner. La journée sera longue. Les élèves se dispersèrent dans un brouhaha joyeux. Mathilde resta seule dans la grande salle, savourant le silence retrouvé. Des pas résonnèrent derrière elle. Elle se retourna. Aurélien Vasseur se tenait dans l'encadrement de la porte. Il avait rasé sa barbe de plusieurs jours et portait un costume propre pour la première fois depuis des semaines. Ses yeux fatigués brillaient d'une lumière nouvelle. « Je ne voulais pas interrompre la cérémonie, » dit-il en s'approchant. « Vous n'interrompez rien. C'est terminé. » « Pas tout à fait. » Il sortit un journal de sa poche et le tendit à Mathilde. La une du Temps de Genève titrait en lettres capitales. Le conseil municipal vote la réhabilitation complète de Madame Mathilde Vaugeois. Ils ont voté ce matin à l'unanimité, expliqua Vasseur. Toutes les accusations contre vous ont été officiellement annulées. Votre réputation est restaurée. Mathilde prit le journal d'une main tremblante. Les mots dansaient devant ses yeux. « Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dites rien. Vous l'avez mérité. » Ils restèrent un moment en silence, côte à côte, regardant la lumière du printemps envahir la grande salle. « Que comptez-vous faire maintenant » demanda Mathilde. « Continuez à écrire. Il y a encore tant d'injustices à dénoncer, tant de vérités à révéler. »« Et Héloïse ?» ?»« Elle reste ici. C'est ce qu'elle souhaite. Elle veut terminer ses études, devenir enseignante un jour. » Mathilde hocha la tête. L'idée lui plaisait. Elle sera une excellente enseignante. Elle a le courage et la compassion nécessaires. Vasseur hésita un instant, puis posa sa main sur celle de Mathilde. « Je vous dois tout, Mathilde. Ma fille, ma raison de vivre, ma rédemption. Comment puis-je jamais vous remercier ? En continuant votre travail, en ne laissant jamais le silence gagner. » Elle retira doucement sa main et marcha vers la fenêtre. Le lac Léman scintillait au loin, miroir d'argent sous le soleil printanier. Cette ville a besoin de gens comme vous, Aurélien, des gens qui refusent de détourner le regard. Elle a besoin de gens comme nous, corrigea-t-il. Mathilde sourit. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne lui semblait plus une menace. Elle retourna à son bureau cet après-midi-là. La pièce avait été nettoyée, réorganisée. Ses livres étaient rangés sur les étagères. Son encrier avait été rempli. Une pile de dossiers attendait sur la table, demandant son attention. Elle s'assit dans le fauteuil usé qu'elle occupait depuis 22 ans. Le cuir craqua familièrement sous son poids. Par la fenêtre, elle voyait les élèves jouer dans la cour, leur rire porté par la brise printanière. Sur son bureau, une lettre attendait. L'écriture lui était inconnue. Elle l'ouvrit avec curiosité. « Chère Madame Vaugeois, je m'appelle Marie-Louise Perret. J'avais 15 ans quand on m'a vendu à un comte autrichien en 1867. J'ai lu dans les journaux ce que vous avez accompli. Grâce à vous, je sais enfin ce qui m'est arrivé. Grâce à vous, d'autres jeunes filles ne subiront pas le même sort. Je vis maintenant à Paris. J'ai survécu. J'ai même trouvé une forme de bonheur. Merci de m'avoir rendu mon histoire. » Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Mathilde. Des larmes de tristesse pour toutes ces années perdues. Des larmes de joie pour cette victoire arrachée à l'obscurité. Des larmes de gratitude pour cette femme inconnue qui avait trouvé la force de survivre. Elle plia soigneusement la lettre
et la rangea dans le tiroir de son bureau. Elle en recevrait d'autres, elle le savait. Des témoignages de femmes brisées qui cherchaient à recoller les morceaux de leur existence. Le soleil déclinait doucement sur Genève quand Mathilde quitta son bureau. Les couloirs du pensionnat résonnaient des bruits familiers du soir. Vaisselle entrechoquée dans le réfectoire, rires étouffés dans les dortoirs, musique d'un piano quelque part à l'étage. Elle s'arrêta un instant pour écouter. C'était Héloïse qui jouait. Une mélodie douce et mélancolique qui flottait dans l'air comme une prière. Mathilde ferma les yeux et sourit. La vérité avait un prix. Elle le savait mieux que quiconque. Mais ce soir, dans cette maison qu'elle avait failli perdre, entourée de ces jeunes filles qu'elle avait juré de protéger, elle comprit que ce prix en valait la peine. La bataille était terminée. Une nouvelle vie commençait.